prévention de la transmission mère-enfant, la Fondation Adjahi en a fait son cheval de bataille. D'ailleurs, qu'est-ce que la prévention de la transmission mère-enfant? Depuis combien de temps cette fondation mène ce combat et quelles en sont les motivations? Pour en parler, Madame Adjahi Esther, fondatrice de l'ONG Adjahi, est notre invitée. Bienvenue à tous dans votre magazine d'information et de sensibilisation sur le sida. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame, merci à la RTI, merci au PEPFA qui nous a permis d'être là. Avec nous, comme d'habitude, notre chroniqueur. Mais avant, dites-nous pourquoi vous avez décidé de travailler dans le milieu du VIH. Quelle est votre petite histoire? Oui, ma petite histoire, c'est que lorsque le VIH est venu, c'était vraiment un fardeau pour moi. J'avais très mal au cœur parce qu'autour de moi, tous ceux qui avaient cette maladie, en tout cas, passaient. Et je me suis dit comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette population qui est en train de se décimer autour de moi? J'étais vraiment blessée au-dedans de moi-même et je cherchais une solution. Alors, je me suis dit, bon, tiens, puisque je fais mon commerce, mon petit commerce, je vais chercher à agrandir ça. Je vais déjà voir mon conseil et voir le pasteur pour qu'il me donne les lettres pour aller dans les églises, pour vendre en grande quantité. Comme ça, je peux les aider à acheter leurs médicaments. Je peux les soutenir nutritionnellement, comme psychologiquement aussi. C'est ainsi que je me suis lancée dans cette affaire du VIH. Je signale que les ARV sont gratuits en Côte d'Ivoire, mais le VIH existe depuis plus de 30 ans. Et vous, c'est seulement qu'en 2004 que vous avez mis en place votre ONG. Pourquoi? Oui, parce que je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas que le VIH existait. C'est quand j'ai appris que cette maladie vraiment fait du mal autour de nous. C'est là que je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose à ma population. Et c'est là mon conseil m'a dit, si tu veux aider la population, il faudrait le faire en ONG pour pouvoir mieux faire. Sinon, avant, j'aidais. J'aidais encore de moi seule comme ça, je travaillais, j'aidais. Quand il fallait, quand les cas se présentaient à moi, en tout cas, je les aidais. Mais grâce à cette activité de vente-là, c'est là que mon conseil m'a dit de le faire en ONG afin de pouvoir mieux faire le travail et pour que ça soit aussi pris au sérieux. Et quelle est votre cible? Mon cible, c'est les femmes enceintes. Parce que lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle n'a pas pris les précautions, évidemment, le bébé va prendre la maladie. Et après mes formations, je suis allée vers le directeur de la PMI et il m'a laissé travailler dans ce centre-là. J'ai commencé à sensibiliser les femmes. Au départ, c'était vraiment très difficile que les femmes puissent accepter de faire leurs tests. Mais ce n'est pas un miracle, c'est produit. Les femmes ont eu confiance en moi. Elles m'écoutaient patiemment. Et après le dépistage, lorsqu'elles s'étaient trouvées séropositives, en tout cas, j'avais des paroles pour effacer leurs larmes. Et ce qui les permettait de prendre correctement les médicaments. Parce que je leur donnais des paroles pour les rassurer qu'elles pouvaient être un jour guéries. Donc, il faut qu'elles prennent correctement leurs médicaments. Donc, en prenant correctement leur traitement. Et justement, parlant de vos activités, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la prévention de la transmission mère-enfant. Avant de continuer d'échanger avec vous, nous allons d'abord suivre le reportage d'Éric Goré qui fait le point sur vos activités et c'est à Grand Bassam. Créée en 2004 à Grand Bassam, la Fondation Adjahi est une ONG qui intervient dans le milieu du VIH. Elle communique et sensibilise les populations de Grand Bassam pour un changement de comportement. De nouvelles attitudes qui doivent freiner la pandémie. Dans cette mission de lutte contre le VIH, l'ONG Fondation Adjahi fait de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant une priorité. Une façon pour les femmes enceintes de connaître leur statut stérologique afin de protéger leur bébé. En plus de la prévention, l'ONG Fondation Adjahi fait la prise en charge des OIV et des personnes vivant avec le VIH. Une mission que le directeur de cette structure accomplit avec passion. Ce que nous faisons comme activité, c'est la communication autour de l'ONG, la recherche
de partenaires ou de fonds à travers le fundraising, les collectes de fonds. Le rapportage, c'est-à-dire par rapport aux activités que nous menons, comment rapporter et le transférer auprès des partenaires qui nous font confiance. Le matin, on a un tableau de bord sur lequel figurent nos activités du jour ou du mois. Et puis, en fonction de ce tableau de bord, on essaie de voir, en fonction des dates auxquelles sont prévues chaque activité, quels sont les moyens à déployer pour que ces activités puissent réussir, ou s'il n'y a pas de moyens, comment rechercher les financements auprès des partenaires. Des activités qui ont du succès grâce à des équipes déployées sur le terrain pour la sensibilisation. Le matin, quand j'arrive, j'ai mon équipe avec moi. On fait un planning où il y a 2 par exemple qui vont, puisqu'on intervient dans les établissements sanitaires, il y en a qui vont soit à la PMI ou à l'hôpital général. Et là-bas, ils vont pour sensibiliser sur le VIH-Sida. Notamment, ils parlent du port des préservatifs, de l'utilisation des préservatifs, de l'abstinence. Et ils essaient de trouver une oreille auprès des personnes qui sensibilisent leurs différents besoins. Ils notent cela. Ensuite, ils nous rapportent ça à la fin de la journée. Et nous, on essaie de, ensemble, voir les difficultés des personnes qu'on a rencontrées. Et au final, on fait un rapport mensuel. Et donc, mon rôle consiste à veiller à ce que toutes les activités soient bien menées sur le terrain. À long terme, la Fondation Adjahi veut étendre ses activités aux localités environnantes de Grand Bassam et élaborer des partenariats avec des ONG et institutions internationales. On vient de suivre là le reportage d'Éric Goré de façon claire. Qu'est-ce que vous faites réellement sur le terrain? Lorsqu'elles sont dépistées, elles ont le moral très bas, nous, on les remonte. Et après ça, on les accompagne chez elles. On connaît chez elles, on les rend visite. Et on cherche les appuis nutritionnels, financiers, quand elles sont dans le besoin. Parce que des fois, elles n'ont pas d'argent pour acheter leur ordonnance. C'est dans ça, nous, on demande, on cherche de l'aide à gauche, à droite. Ou bien je mets vente tout de suite. Puis bon, j'achète leur ordonnance. Ou bien si, soit en cherchant, BAM nous a donné du riz, Fonds national nous donne du riz, on prend et puis on leur offre ça pour les soutenir. Donc, vous visitez par moment combien de centres à Grand Bassam par jour? Oui, nous visitons 3 centres. Puisque nous passons d'abord en urgence, en médecine. Nous passons aussi en pédiatrie. Nous passons aussi à la maternité. À la maternité, il y a aussi 2 groupes là-bas. Il y a les femmes enceintes et les femmes accouchées. Donc, c'est après le plus souvent le résultat des tests de dépistage que vous montez au créneau de façon plus claire. Voilà, c'est ce que je fais avec la sage-femme. Elle me les confie, puis je cause avec elle. Je prends le nom de leurs enfants, elles-mêmes leur nom, le nom du bébé, de monsieur. Voilà, je connais un peu leur situation. Et puis, en fonction de ça, nous, on les rend visite. Quelle a été votre première action après la création de votre ONG? La première action que nous avons posée, c'est d'aller d'abord immédiatement sur le site, trouver le docteur, lui présenter notre besoin. Nous, on veut agir sur la population. Et il a accepté. Puis nous avons agi. Mais avant d'agir, nous avons d'abord eu des formations avec ceux qui étaient déjà dans le domaine, qui nous ont conduits vers un consultant, qui nous a formés. Après la théologie, la théorie, nous sommes allés en pratique. Le DD nous a recommandé au docteur Abonois. On a fait la pratique, la formation là-bas. C'est après ça maintenant que nous avons commencé à travailler sur le terrain. Madame, il y a tellement d'ONG qui mènent le combat contre le VIH. Quelle est votre particularité à vous? Notre particularité, c'est que nous arrivons, par la grâce de Dieu, à convaincre les femmes. Et aujourd'hui, arriver à avoir des bébés sains par notre activité. Parce que lorsque nous travaillons, après 3 ans, le directeur du centre nous a dit, Fondation Adjahi, vous faites un travail très remarquable dans ce centre. Avant votre venue, il y avait 5-6 bébés qui étaient infectés par le VIH. Mais grâce à votre activité, aujourd'hui, on a un bébé sur 10. Nous avons encore travaillé après 2 autres années. J'ai dit, mais docteur, ce que vous nous avez dit l'autre fois là, c'est comment aujourd'hui? Il dit aujourd'hui, à l'heure où je te parle, en 2014, on a 0 infection. 2014-2015, la Fondation Adjahi, par ses activités, aujourd'hui, on a pu atteindre à 0 infection au bébé. Qu'est-ce qui vous a plus marqué alors? Ce qui nous a vraiment marqué, c'est cette joie-là de retrouver des personnes, retrouver la joie, retrouver la vie.
Parce que des fois, trouver des personnes qui sont malades, ils ont dépensé, pas de solution, pas de guérison. Même leur société les a dû compresser. Après le test, quand on les met sous les ARV, leur traitement, ils retrouvent la vie, sont en bonne santé. Et là, c'est une très grande joie pour nous. Vous parlez de tests, le deuxième élément filmé porte justement sur le dépistage et l'élément pose cette préoccupation. Est-ce qu'il est important de faire le test du VIH-Sida, la réaction des populations de Grand Bassam? C'est important de faire le test de dépistage VIH. À mon avis, un jeune aujourd'hui a appelé de faire son dépistage de VIH pour son demain. Moi, j'ai déjà fait mon test parce que j'ai passé mon permis de conduite. Là-bas, j'ai fait mon test. Oui, c'est important de faire le dépistage VIH-Sida pour éviter le sida. C'est très important. Pourquoi? Parce que le VIH n'est pas bon. C'est une maladie qui tue. C'est très contagieux aussi. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça nous permet de voir qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Ça nous permet de voir notre statut. Une femme enceinte ne peut pas protéger son bébé. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà le VIH. Parce que l'enfant est déjà dans son ventre. Madame, toutes les personnes interviewées trouvent qu'il est important de faire le test du VIH. Est-ce à dire que votre message passe? Par la grâce de Dieu, ça passe très bien. Très bien. Auparavant, c'était difficile. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes acceptent de faire le test. Quand même, on est dans la salle en médecine, là, tout de suite, les gens vont réagir. Celui-là dit, moi, je vais faire mon test. Celui-là, je vais faire mon test. On va aussi en maternité, même chose, en pédiatrie. Tout le monde veut faire son test pour pouvoir voir où il se trouve. Parce que des fois, tu es malade, tu dépends, tu ne sais pas pourquoi. Mais une fois que tu as fait ton test, au moins, tu sais si tu n'as pas, tu cherches maintenant où se trouve la maladie. Donc, c'est pour cela qu'il est vraiment très, très important. Et c'est d'ailleurs même important pour une femme enceinte de faire le test du VIH pour préserver la santé du bébé. Oui. Un bébé, c'est une très grande joie pour la mère. Toutefois qu'elles sont séropositives, là, la première cri, c'est « Et mon bébé ». Et mon bébé. Alors, si elles ont accepté de faire le test, vraiment, c'est une très grande joie pour nous. Ça, c'est mon mot, c'est une très grande joie pour moi. Parce que là, nous sauverons la population à venir, la génération à venir. Et vous avez parlé tout à l'heure des zéro infection au niveau des bébés, c'est ça? Oui. Vous en avez recensé combien? Selon les statistiques du docteur, il nous a dit qu'il y avait au moins 5-6 bébés infectés chaque mois. Et grâce à notre activité, aujourd'hui, il n'y a même plus un seul bébé infecté par le VIH. Tous les bébés sont sains, environ 500 bébés sains. Et même plus, parce que chaque jour, ça augmente. Vous travaillez donc beaucoup sur le terrain. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus souvent? Il y en a qui se cachent, ils ne veulent même pas qu'on sache leur statut. Ils ne veulent même pas nous laisser les rendre visite. Et ils disent, en tout cas, que nous, on ne veut même pas qu'ils nous voient. On ne veut même pas qu'ils nous rendent visite. En tout cas, ça marche bien. Mais tandis que d'autres, quelques rares, sont vraiment très, très réticents. Madame, comme annoncé tout à l'heure, nous allons recevoir maintenant notre chroniqueur Serge Collier pour parler Sida Actu. Bienvenue Serge. Alors, beaucoup de plaisir de vous retrouver, de retrouver tous les téléspectateurs de Spotlight après, on va dire, un moment de répit. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est la prévention de la transmission mère-enfant. Sur le sujet, quelles sont les informations que vous avez pu recueillir sur les réseaux sociaux? Alors, sur les réseaux sociaux, nous nous sommes intéressés donc, à une publication de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui fait un peu le point en ce qui concerne la transmission mère-enfant, notamment en Afrique subsaharienne. Il faut dire, selon l'OMS, que la transmission mère-enfant est une des 4 voies principales de contamination du VIH-Sida. Transmettre le VIH de la mère à l'enfant, ça se fait pendant la grossesse, au moment où la femme est en travail, au moment où elle accouche et même au moment où elle allaite. Alors, au niveau donc, de l'OMS, il est recommandé qu'une femme qui serait porteuse du virus du VIH-Sida soit
véritablement prise en compte, sinon prise en charge par les équipes médicales. Sinon, les risques de transmission mère-enfant sont énormes. Ces risques s'accroissent et donc à ce propos, depuis la décennie de 2000 à 2010, l'Organisation mondiale des Nations Unies a donc engagé tous les États africains, notamment les États subsahariens, à s'engager véritablement, à mener des actions véritablement pour réduire la proportion en ce qui concerne la contamination des enfants. Et ce qui a été recommandé, c'est que la transmission mère-enfant, par le moyen d'action, par le moyen de mesures sanitaires, devait être réduite à hauteur de 50%. Faire en sorte que de 2000 à 2010, voire 15, on puisse réduire le taux de transmission de la mère à l'enfant. Alors, des efforts ont été faits dans beaucoup de pays africains, subsahariens notamment. L'OMS reconnaît ces efforts, seulement qu'il faut d'autres efforts à déployer parce que l'objectif que les Nations Unies veulent atteindre en ce qui concerne la lutte contre le sida, en ce qui concerne la prévention mère-enfant, c'est d'atteindre un taux de transmission de 5% minimum. 5% minimum et puis progressivement aller vers un taux de transmission zéro, pourquoi pas. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens, mais au-delà de ces efforts, les organisations, aussi bien l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, que les Nations Unies, l'ONU-SIDA, recommandent que nos États prennent en charge ces femmes-là. Il y a eu une approche, notamment en Afrique subsaharienne, où la plupart des femmes qui sont les femmes parturientes, on va dire les femmes en grossesse, toutes ces femmes-là, il a été demandé que ces femmes-là soient dépistées systématiquement. Donc, dans beaucoup d'hôpitaux, dans beaucoup de centres de santé, c'est systématique. Quand une femme arrive, elle est enceinte, il faut la dépister. Et dès l'instant où elle est dépistée, à ce moment-là, les risques de contamination, vous le savez, sont donc limités. Serge, notre invité du jour est basé à Bassam. Quel est votre constat? Au niveau de la PMI, le docteur, il a bien regardé et il a dit que Fondation Adjaye, vous faites un travail très remarquable, que grâce à votre activité, le taux de prévalence au niveau des enfants a beaucoup diminué. Et aujourd'hui, on est à 0. Nos bébés sont sains. On aurait souhaité avoir le docteur sur notre plateau pour confirmer vos dires. Mais avant, Serge, votre appel à l'endroit des téléspectateurs. Il faut dire que toutes les organisations de lutte contre le sida sont unanimes là-dessus. Il faut que tout le monde sache que la prévention de la transmission mère-enfant est une des stratégies les plus efficaces, on va dire, de lutte contre le sida. C'est ce que l'OMS nous dit, c'est une des stratégies les plus efficaces. Au-delà des actions qu'on peut mener dans différents secteurs d'activité, à partir de la mère qui donne la vie, il faut que toutes nos organisations, tous nos centres de santé s'équipent pour pouvoir prendre en charge dès la base ces mamans-là qui sont enceintes et qui vont en consultation prénatale. Donc c'est très important de développer cette prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Au-delà de ça, nous allons tout simplement dire à nos téléspectateurs que nous sommes de retour. On va dire, Spotlight a eu un petit moment de répit. Nous reprenons. Il faut que nos téléspectateurs nous suivent sur notre page Facebook pour pouvoir donc bénéficier de toutes ces informations que nous véhiculons tous les jours et bénéficier aussi des lots, pourquoi pas, à l'occasion des différents jeux que nous mettons ici en place pour permettre à nos téléspectateurs d'avoir des tablettes ultra modernes pour pouvoir donc mieux interagir en ce qui concerne la lutte contre le sida. Merci Serge d'être passé sur notre plateau. Madame, quel bilan faites-vous à mi-parcours? Oui, nous sommes très satisfaits du travail que nous avons fait. Oui, nous avons fait un travail positif, puisque aujourd'hui, nous avons des bébés sains. Et même du fait que nous donnons de bons conseils, beaucoup de femmes font très attention. Et au niveau même des femmes contaminées, ça diminue beaucoup. Il n'y a plus assez de femmes qui sont positives. Donc vraiment, nous avons un bilan positif, par la grâce de Dieu. Quelles sont vos perspectives aujourd'hui alors? Nos perspectives, c'est que comme je viens de le dire, nous avons beaucoup de femmes séropositives. En Côte d'Ivoire et dans vraiment, le monde. Et dans le monde. Et elles sont des personnes vraiment souvent très démunies. Et nous voulons vraiment que s'il y a des personnes qui peuvent vraiment nous aider à les soutenir, parce que d'autres viennent me trouver avec des larmes, que les médicaments sont forts et je n'ai rien à manger.
Et c'est difficile pour moi de prendre les médicaments en longueur des journées. On peut recevoir 10, 15 femmes qui vraiment ont vraiment une situation très difficile. Et par la grâce de Dieu, puisque moi je connais le soja, je voudrais faire une usine de production de soja pour leur permettre d'avoir une activité générative de revenus. Ces femmes infectées qui n'ont vraiment pas de moyens puissent en prendre et puis commercialiser, avoir de quoi à se soutenir. C'est là vraiment mon fardeau. Voilà. Et d'autres moyens financiers pour nous permettre de rendre visite parce que des femmes viennent de Beaunois, derrière Beaunois, et nous avons besoin de les rendre visite. Nous avons vraiment besoin de grands moyens pour vraiment aider notre population. Et vous comptez même étendre votre champ d'action à toute la Côte d'Ivoire, dans toute la Côte d'Ivoire, oui, et même dans la sous-région. Et pourquoi pas dans le monde entier, puisque par la grâce de Dieu, l'ONG vraiment apporte du bien à la population, fait vraiment beaucoup de bien à la population. Madame, nous allons maintenant passer à notre rubrique conseils pratiques. Je voudrais vraiment attirer les hommes dans leur foyer. Je voudrais vraiment leur dire d'être vraiment sensibles aux besoins de leurs femmes, aux douleurs de leurs femmes. Parce que lorsqu'on entretient les femmes, elles nous disent des fois que sur les autres bébés, je n'ai pas ce résultat positif-là. C'est sur le troisième, aujourd'hui, je suis séropositive, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Les hommes doivent faire très attention. Les hommes doivent permettre qu'il y ait la paix dans le foyer. De même que la femme, il faudrait que dans le foyer, il y ait la paix, il y ait le pardon. Ça, c'est mon message d'aujourd'hui. Les foyers, je demande pardon à toute la population, même le monde entier, de permettre qu'il y ait la paix dans le foyer pour ne pas amener le VIH à la maison. Parce qu'une fois qu'il y a des conflits entre monsieur et madame et qu'il n'y a pas eu de pardon rapide et qu'il y a des rancœurs, et au fur et à mesure que les rancœurs durent, des fois même les chambres sont partagées. Et monsieur s'en va prendre une autre dehors. C'est que tu vas prendre là, tu ne sais pas qui elle est. Des fois, ça peut être madame. Et c'est là, le VIH est toujours dans les foyers. Je voudrais aussi parler un peu des femmes qui accouchent et qui ne vont pas voir la sage-femme pour sur les plannings. Elles essaient d'attacher ceinture pour empêcher monsieur de les toucher, soit disant que le bébé est encore petit. Aujourd'hui, là, la médecine a évolué. Une femme accouche après 1 mois et demi, va voir la sage-femme. Il y a des méthodes que la sage-femme va vous donner, de sorte que vous allez toujours pouvoir servir votre mari pour ne pas qu'il aille au dehors pour aller prendre le VIH. Merci madame, nous pensons que votre message est passé. Merci pour votre contribution. Je précise que vous êtes madame Adjaï Esther, fondatrice de l'ONG Adjaï. Rappelons que le virus du sida est une infection qui peut se transmettre de différentes façons, par voie sexuelle, par voie sanguine et de la mère à l'enfant pendant la grossesse ou au moment de l'accouchement. C'est le dernier point qui nous a réunis sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de votre magazine Spotlight Sida, réalisé par Awa Sawadogo Touré. Merci de votre fidélité. Bonne santé à tous et donnons tous un KO au VIH-Sida. Yeah! Frères et sœurs, la maladie du sida, un vrai fléau. Protégeons-nous contre cette maladie. Connais-tu ton statut de non-KO sida? Yeah! Yere sutra, aye sida faga. Chip! Manage your